Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle saison de Vivement Doux-Manche. Salut Victor. Hello Mickaël, ça fait plaisir. C'est bientôt l'automne, les jours vont raccourcir, la pluie est là, il fait froid, vous en avez tous déjà marre, et donc on s'est dit, pourquoi ne pas lancer dès à présent la nouvelle saison de Vivement Doux-Manche pour venir un peu égayer vos dimanches moroses, avec nos sujets, on va dire, bêtes, incongrus, je sais même pas quels sont les termes. Ingénus. Je trouve que nous, on est des gens très ingénus. Ok, ouais. et ben partons là-dessus pour cette saison 3 alors. Ce sera une saison qui sera sous le signe de la fortuitité. De la fortuitité. Ouais, je sais même pas si ça dit frérot, mais vas-y, on va le faire comme ça. Triple au Scrabble, on est bien. On commence fort, Carrément. En vrai, voilà, on a commencé par un truc un peu flemmard. Petit exercice de confort. On s'est dit, ce serait assez intéressant d'imaginer ce que deviendrait le métal dans quelques années, à moyen terme et à long terme. On a vu là, c'est le dernier jour de l'expo métal à la Filard. Et cette expo, avec toutes ses qualités et ses défauts, montre quand même à quel point le métal est protéiforme et à quel point en 50 ans il a évolué. Ouais. On s'était dit que ça nous ferait plaisir d'imaginer qu'est-ce que ça va devenir, quelles seront les caractéristiques formelles du métal, quels seront les auditeurs, leur comportement, ce genre de choses. Surtout que c'est parfaitement humain d'imaginer le futur, hein. C'est pas pour rien que la science-fiction a autant le vent en poupe, hein. C'est évidemment une façon d'appréhender. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de voir comment le métal peut évoluer, lui qui a déjà énormément évolué, que ce soit sur les acteurs, la musique et l'environnement global. Donc c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant, surtout que vous n'ignorez pas que le contexte politique est assez morose au niveau national et international. Or précisément c'est dans ces périodes-là où non seulement la musique peut être un refuge, c'est la première chose, mais surtout le contexte politique vient irriguer la musique elle-même. Il y a eu beaucoup de courants qui ont été faits en réaction à une certaine politique, et donc potentiellement ça pourrait irriguer et modifier la musique métal, ou en tout cas inspirer des artistes. Clairement. On a vu tout ce qui est lié au Summer of Love juste après la guerre au Vietnam. Il y a eu toute l'émergence du punk sous Thatcher et le hardcore sous Reagan. Je pense que du coup la réaction normale à Michel Barnier sera la saison 3 de Vivement Doux-Manche. C'est-à-dire que c'est ce qui motivera Potentiellement, c'est effectivement. Au-delà du contexte général brièvement résumé, de toute façon on vous apprend rien, il y a quelque chose de plus personnel. Genre ça va être l'histoire la moins intéressante de tout Vivement Doux-Manche. Mais il y a quelques semaines, je scrollais sur... Hors Juventus, tu veux dire ? Hors Juventus, ouais. Je scrollais sur Facebook en dehors de mon temps de travail, il me semble, mais ça encore, je suis pas sûr. Et je suis tombé sur une espèce de sondage, vous savez, les trucs splittés en deux, avec tu adores versus tu likes. Et c'était old school metal versus modern metal. Et ce qui était vraiment marrant, c'est que dans la partie old school, il y avait Slipknot. Toute la partie moderne, en fait, c'était BMTH, Ginger, Lorna Shore, Spirit Box et Sleep Token. Et je me suis dit, putain, mais genre moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, genre Mike Shinoda qui rappelait c'était le truc le plus moderne qui soit, et tout le monde était en mode ça tue les puristes. C'est ça, exactement. Et là Linkin Park s'est reformé et tout le monde est en mode full nostalgie, Papercut, One Step Closer et tout. Genre Linkin Park c'est un truc de yeuve maintenant. Ouais. Enfin la preuve. Alors pour nous c'était l'époque. Alors que nous c'était le top du top de la modernité, et on scindait le métal moderne, c'était 90-2000, début 2010, fin 2000 quoi. Et le métal à l'ancienne, ça s'arrêtait à Iron Maiden, tu vois. Exactement. Maintenant, genre 70-80. C'est ça, Korn, c'est un truc à l'ancienne. Exactement. Et c'est voilà. Où sont passées nos jeunes années, Mickaël ? Ça, je te le dis, maintenant qu'on vieillit, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est assez amusant, c'est qu'au-delà de ces bêtises, c'est que c'est intéressant de se projeter pour essayer de voir, au regard de l'évolution que nous on a connue du métal quand moi j'ai commencé à en écouter, c'est-à-dire fin des années 90, début des années 2000, jusqu'à la période actuelle, on a vu quand même le métal évoluer, toi aussi, même si t'es plus jeune que moi. Et du coup, c'est assez amusant de s'imaginer, est-ce qu'on va dupliquer cette évolution vers l'avenir ? C'est-à-dire, est-ce que les trends qu'on voit actuellement vont être les mêmes mais vont être accentués ? Ou est-ce qu'on va voir d'autres choses arriver ? Et c'est ce dont on va essayer de parler brièvement. Ce qu'on va imaginer surtout. Ouais. Voilà, on n'a pas un avis péremptoire, mais si on a raison, ce sera la première fois que vous l'entendrez, ce sera nous. Voilà. Alors la première partie, c'est un peu une partie tarte à la crème, mais elle permet quand même un peu d'ores et déjà poser les jalons de ce que pourrait être l'évolution de la musique métal. Il y a quand même des considérations générales sur l'évolution globale de l'industrie musicale. Ce qu'on pense que va être l'évolution générale de l'industrie musicale, qui forcément va impacter le métal aussi, exactement. Alors il y a déjà eu des différentes évolutions par le passé qui ont été plutôt fortes, hein. Évidemment le CD c'en a été une, le Walkman, le MP3, mais surtout l'internet ont déjà été eu un impact majeur sur la scène musicale. Et aujourd'hui, il y en a deux qu'on a identifiés qui vont certainement s'accentuer et qui sont ultra importantes et qui vont nécessairement transformer la scène métal. Ouais, tout à fait. La première, c'est la transition vers le streaming, comme beaucoup de technologies. Je pense que c'est un aller simple. Et ce qui est mis en avant depuis des années, même avant Spotify,
c'est le côté expérience personnelle. Et le streaming a vraiment permis ça. Et je pense que nous, on a connu cette espèce de... On est un peu les derniers de la génération à avoir connu l'album en tant que format. C'est-à-dire qu'on achetait des CD de musique. J'avais mon Walkman à l'époque. Hein. Exactement. Et avec les MP3, il a commencé à avoir les notions de playlist qu'on avait notamment sur les iPods. Et le streaming a vraiment immensément accentué ça. Ça rend le tout disponible, le fait qu'on s'attarde un peu sur rien, ça c'est un peu le truc négatif. Le côté... c'est un peu ce que j'ai tendance à appeler comme un giga boomer, l'effet TikTok, c'est-à-dire qu'en fait les gens... Tu veux dire l'effet Toc-Toc? L'effet Toc-Toc. L'effet Toc-Toc, s'il te plaît. Évidemment, les gens ont moins d'attention et surtout ils zappent très très vite. Et en fait, on retrouve ça un peu dans l'industrie musicale, c'est que moi le streaming a des bons côtés. Vraiment l'accessibilité à un contenu énorme, il n'y a pas de débat en fait, ça offre des possibilités de découvrir des groupes, mais l'aspect un peu négatif que ça, c'est tous les groupes qui vont jouer avec ça en publiant un titre tous les 4 mois, et puis qui 2 ans plus tard vont se dire ah bah tiens on va faire un recueil puis ça va être un album. Moi ce que j'aime dans le format album, mais on l'avait déjà évoqué dans la saison 1 de Vivement Dimanche, exactement, c'était le fait de dire il y a une cohérence. Il y a un thème, il y a un sujet, on l'aborde, il y a différents titres, etc. Les groupes qui balancent comme ça des titres au compte-gouttes, en train de faire ça d'ailleurs. Mais il y en a certains, mais il y en a certains qui gardent un fil conducteur. Peut-être que c'est le cas d'Ulver. Il y en a d'autres où il y a aucun fil conducteur. Ils balancent juste pour nourrir leur fanbase, qui de toute façon peut pas être plus attentif que 3 minutes 30 et pourra jamais écouter 50 minutes. Et je trouve que ça a un impact plutôt négatif. En tout cas, c'est mon avis de vieux con, mais ça n'a pas que des points positifs en tout cas. Ça. Après, c'est réel que toutes les études montrent que depuis la généralisation des écrans, la concentration des gens a baissé. Et on est où là mais la vérité, c'est que effectivement, le streaming en fait répond à ce manque de concentration sur lequel on ne peut rien, et en même temps sur le désir croissant des gens d'avoir tout le temps une expérience plus personnalisée. Après, moi je trouve qu'il y a quand même un réel avantage à ça, c'est que je pense qu'on va avoir un décloisonnement des publics. Le métal a toujours été relativement gardé. On avait tendance à se moquer par le passé du fameux métalleux qui n'écoute que Orelsan et Carpenter Brut, genre mais non, j'écoute pas que du métal. Pour moi, en fait, le métal va rentrer dans une espèce de plus large bassin qui fait qu'en fait, il y a des gens qui vont écouter ça de manière ultra périphérique. Et cette espèce de public, genre le mec qui connaît tout le trash allemand de 84 à 87, le spécialiste en fait va, je pense, un peu disparaître, et on va se retrouver avec un public peut-être plus transversal, tu vois, et qui va faire rentrer le métal dans ses écoutes parmi d'autres choses. Bah, peut-être comme les autres genres musicaux d'ailleurs, c'est-à-dire que même les autres genres de niche, il y a quand même de plus en plus de gens qui en écoutent, mais qui écoutent d'autres choses. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de gens qu'à l'époque qui vont écouter qu'un style musical et y rester cloisonnés, parce qu'en fait ils n'écoutent ça et ils ne sont surtout ouverts et soumis à ça, parce que même quand on a envie de rester d'écouter qu'un genre, quand vous avez Spotify et vous avez toujours des suggestions, vous finissez quand même par écouter un peu d'autres choses et par ouvrir vos horizons. Donc ça ouvre les horizons, je pense que c'est le point assez positif pour moi, c'est que ça rend plus facile la découverte de groupes, l'ouverture potentiellement à certains publics qui sont pas des fans initialement, et je pense que ça sera pareil pour le métal, c'est-à-dire qu'il y aura même les pratiques de niche ont tendance à attirer plus de monde et à ouvrir dans les deux sens en fait. Après, du coup, ça pose aussi la question, tu sais, genre traditionnellement on a tendance à voir le public métal comme un public qui est très dédié, très fidèle. Est-ce que ça va encore être le cas avec cette espèce de non-spécialisation? C'est une question. On verra. Ça se discute, surtout moi je me demande à qui ça va profiter. C'est-à-dire que quand j'avais fait l'interview d'Anders Frieden d'In Flames, où j'avais posé la question justement sur la fin de l'album, l'impact du streaming, etc., il avait dit quelque chose de vrai, hein, mais c'est presque un poncif maintenant, c'est de dire c'est de plus en plus facile aujourd'hui d'enregistrer un album, mais c'est de plus en plus dur de percer, parce qu'en fait, vous avez tellement de groupes partout, il y a une sursaturation. Donc en fait pour moi l'effet streaming, j'ai du mal à vraiment savoir ce que ça donnera dans 10 ans, parce que d'un côté c'est plus simple d'écouter d'autres groupes, c'est plus simple de découvrir, d'un autre côté les gens sont moins à fond, ils vont moins dans le fond des choses, donc est-ce que vraiment tu persévères dans un groupe que tu as découvert, tu fais ah ce titre là il est bien, mais est-ce que les gens vont aller plus loin? Et du coup je me demande si au final on n'aura pas le même effet que ce qu'il y avait sur le CD à l'époque, c'est-à-dire que ce sera toujours les mêmes groupes qui seront mis en avant par les majors sur les plateformes, et donc au final ce côté, non mais regardez, tout le monde peut accéder, bah ça se trouve dans 10 ans ce sera toujours la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire quelques groupes mis en avant que tout le monde écoute, et le reste, bah c'est uniquement les gens qui vont faire la démarche d'aller chercher plus loin. Après, effectivement, le côté très impliqué, je pense, ça va dépendre énormément des liens entre le streaming et la vente physique. Ouais. Ça, on en a parlé déjà dans la première saison, mais on n'y reviendra pas. Mais effectivement, je pense que pour le métal, ça risque de bénéficier qu'aux gros groupes qui sont portés déjà par des majors, etc., mais aussi pour des gens qui sont peut-être un peu en périphérie du métal et qui
sont pas pop parce que c'est pas du tout pop, mais qui vont potentiellement plus plaire à des gens qui ont une oreille non habituée au métal. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui les seuls groupes qui arrivent à remplir des Bercy au-delà des groupes un peu mythiques des années 80, en fait c'est des groupes de metalcore où c'est des groupes qui arrivent à faire des grosses scènes, ça va être des groupes qui vont vers le shoegaze, etc. Pourquoi ? Parce que ça intéresse des publics autres. Mais au fond, est-ce que l'évolution du streaming va changer quoi que ce soit pour les gars qui font du black ou du death ? Je suis pas très certain. Donc en fait, potentiellement, ils auront juste des obstacles parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché et ils n'en auront pas les bénéfices parce que c'est pas pour autant que leurs vues vont augmenter. Le deuxième sujet sur lequel il serait de bon ton de réfléchir, c'est les concerts. On est au cœur d'une bulle spéculative, c'est réel, les prix sont toujours plus débiles. Là, mec, entre Oasis, Linkin Park, Iron Maiden, Dua Lipa, ça fait beaucoup, enfin vraiment depuis le... Une bonne place, c'est 150 € aujourd'hui. C'est ça, vraiment quoi. The Doom Dad, qu'on salue très chaleureusement comme à chaque fois, vous en parle en long, en large, en travers, les super festivals, la tarification dynamique. Vous saurez tout sur votre chaîne, il le fait beaucoup mieux que nous, donc allez le checker. On va pas revenir dessus, mais voilà, il apparaît que les concerts, ça devient de plus en plus du luxe, et que le problème, c'est que les tarots hyper hauts pour les grands groupes, en fait, ça se répercute sur l'underground, tu vois. Complètement. Genre maintenant, tu vois plus un concert à moins de 10 balles. Le concert, genre ultra amateur dans un truc, genre en mode au cirque électrique, au club, machin, ce que tu veux, c'est 10. Toi, t'as bien vu un concert récemment à genre 50 balles au Trabendo, c'était Monster Magnet, non ? C'est 40. C'était 40 ? C'est 40, ultra débile. 40 au Trabendo, ça paraît fou. Enfin, maintenant, les gens vont dire c'est normal, mais il y a 20 ans, c'était une anomalie. En fait, c'était genre Slayer, tu vois. Oui, complètement. J'ai souvenir quand je retrouve des billets de Slayer à 36 €, des choses comme ça, ça paraît absolument fou aujourd'hui. Bien sûr. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, les places sont de plus en plus chères. Même le prix des festivals est de plus en plus cher. On parle du Hellfest qui a un prix quasi prohibitif, mais c'est tous plus ou moins le même. Bien sûr. C'est une évolution classique. Je pense que ça changera pas de sitôt. Il arrivera peut-être un jour où il y aura un point de rupture où l'offre et la demande ça marchera plus parce que en fait les gens pourront plus payer 5 places de concert par an à 200 €, ce qui est juste du bon sens. Mais j'ai pas l'impression qu'on va dans ce chemin-là et et qu'il n'y aura pas d'effet inverse. Et qu'il n'y aura pas d'effet inverse. Il y aura ce qu'on appelle la stagflation, c'est ça quand ça stagne. Je crois que c'est le terme. Le seul point qui pourrait être très positif, c'est potentiellement de putain, c'est moi qui fais une école de commerce. Je pense ce serait peut-être des artistes qui vont pousser pour. Récemment, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a Indochine qui fait une nouvelle tournée et qui a tout fait pour le faire en dehors des grands promoteurs habituels. Bon, The Cure a fait ça aussi. Enfin, il y a l'impact sur les prix demeure assez limité, mais malgré tout, c'était quand même un peu moins cher. Et peut-être que ceux qui vont réussir à prendre à bras le corps, en fait, c'est plus les artistes qui vont commencer à taper du poing sur la table en disant vous n'avez pas besoin de vous faire 45% de marge sur les places de concert. Mais à moins que cette prise de conscience arrive, et elle arrivera peut-être d'ailleurs pas par le prisme des prix, mais peut-être sur des choses un peu environnementales ou autres, c'est peut-être ce qui fera la différence. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je pense que ça va pas du tout s'améliorer et qu'on va avoir des prix de plus en plus chers jusqu'à un point où je serais pas étonné que bientôt on voit des places à 200 € sur des places un peu plus normales. Il y a deux choses. D'une part, c'est que les inégalités se creusent et que en parallèle, les gens vont... Je pense que tu vois, les gens qui mettent des 100 balles pour un concert, genre pour Maiden, ce genre de choses, c'est pas des gens qui vont souvent en concert. Donc en fait, ils se rendent pas compte. Ils ont pas conscience du prix des choses. Ils se disent, ok, tu vois, genre moi je fais un concert par an, c'est Maiden, je mets 100 balles, basta, tu vois. C'est nous qui en faisons genre un tous les 2 semaines ou si ce n'est plus, tu vois. Oui, on se rend compte de ce que c'est que ça 120 balles et que c'est absurde. Et voilà, c'est ça, genre tu dis, ok, pour Maiden, je vois 5 trucs à petits bains. Tu vois, genre bien vraiment, t'as ce ratio-là, quoi. On le voit, et notamment sur des groupes qui sont, par exemple, il y a Falling in Reverse qui était prévu, je crois, au Zénith et qui vient de basculer sur Bercy, qui a quasiment rempli Bercy. J'ai vu plein de commentaires sur internet, c'était des gens qui ne vont jamais en concert voir du métal ou presque, mais qui aiment bien Falling in Reverse parce qu'ils ont vu 2-3 titres qui marchent bien. Et il y a beaucoup de gens comme ça, eux, ils vont payer 120 balles, ils viennent pour l'expérience, pour le show, etc. Pour les gens qui font tout le temps des concerts, ils se rendent compte à quel point c'est absurde. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui commencent par nature à ne plus aller voir des groupes qu'ils aiment bien en disant en fait stop. Mais c'est quand même une évolution. Alors l'autre évolution qui est un peu qui est le corollaire de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de tournées aussi qui sont des méga tournées. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors des fois c'est bien, des fois ça énerve quand il y a qu'un des deux headliners que vous aimez bien, mais ça fait quand même maintenant ça fait bien au moins 4-5 ans que c'est de manière soutenue, mais c'était déjà un peu le cas avant, mais je trouve que ça se renforce, c'est tous ces tournées avec des co-headliners. Donc par exemple, il y avait l'année dernière, vous avez eu des choses, je vais pas dire bêtises, je crois que c'était In Flames Arch Enemy d'ailleurs qui retourne là dans quelques semaines, des choses comme ça. Behemoth Arch Enemy Carcass. C'était Behemoth Arch Enemy Carcass, il y avait eu Lamb of God Creator aussi, ouais. Exactement, il y a eu Machine Head aussi à Mon Mars par exemple, où en fait vous vous assurez de pouvoir remplir un zénith full taille, alors que si vous étiez seul, vous n'arrivez pas forcément. Donc c'est la rentabilité, du coup vous avez 2 shows d'1h05 au lieu d'avoir un show d'1h40.
ce qui est un peu frustrant, mais on voit de plus en plus ça, et en fait c'est précisément peut-être le seul paramètre où ça devient acceptable de payer un peu plus cher, parce qu'en fait vous avez un micro-festival d'une journée où vous êtes très content parce que vous voyez 5 groupes, mais au-delà de ça, les prix c'est vrai deviennent absurdes, et si on doit réfléchir encore une fois à l'évolution, je pense que ça va être de pire en pire, et je ne vois pas d'effet cliqué où on pourrait se dire ah non on va pouvoir revenir parce qu'il y a tel et tel paramètre qui risque de s'inverser. Retour en arrière quoi, c'est clair. Ouais. Alors dans cette deuxième partie, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail et voir un peu quelles sont les possibles évolutions de la scène métal. C'est-à-dire au-delà des grandes évolutions de l'industrie musicale qu'on a vues précédemment, on va essayer d'un peu de zoomer sur le métal et un peu de donner ce qu'on pense que sera le métal de demain. Et on va commencer par une première sous-partie qu'on va appeler la sous-partie Winamax. Parce que en fait le métal c'est qu'une affaire de tendance. Parmi tous les styles existants, il y a des époques, des périodes où certains sont... pris d'une espèce de... Enfin, sont mis en valeur. Parce qu'il y a des artistes qui font preuve d'une belle créativité. Metalcore des années 2000. Exactement, ouais, le renouveau du trash, le renouveau du trash dans les années 2005-2010, tu vois. Il y a eu un gros revival Stoner Doom entre, je sais pas, 2008 et 2015, un truc comme ça. Actuellement, il y a 2 grosses tendances. On est en pleine période death metal, on est en pleine période hardcore. Le death metal, c'est vraiment c'est flagrant. Enfin, il y a des grosses sorties chaque année et chaque mois même. Tout le monde est en train de se mettre tous les albums de 20 Buckspin au fond de la gorge, les Blood Incantation, les trucs comme ça. Moi, je pense que dans 3 ans, il va y avoir en fait une saturation de la scène et comme le Stoner Doom, tu vois. À l'époque, les Elders, ils sortaient des trucs, on était tout chaud. Maintenant, il y a des trucs ultra généralistes qui sortent et ça a vraiment ça a plombé le truc. Et pour le death metal, pour moi, c'est ça. Genre là, ça fait 3 ans, 3, 4 ans, 5 ans qu'il y a des trucs vraiment intéressants qui sortent. Dans 3 ans, mec, ça va être mort, quoi, c'est sûr. D'ailleurs, vous pouvez le voir, on a notre merveilleuse rubrique sur le site internet qu'on vous invite à lire, qui est la rubrique Nécro, où tous les 3 mois, on essaie de faire le sommaire des meilleures sorties des 3 derniers mois, ou des curiosités à écouter. Et c'est blindé, et il y a des trucs qui, je pense, vont rester dans l'histoire. Complètement. Donc là, en fait, ce qui serait marrant, c'est de se demander quelle scène va se retrouver sous le feu des projecteurs dans quelques années. Dans les années à venir. Moi, je sais pas, j'ai quelques paris. Je pense que le trash va se reprendre un petit revival. Ça fait longtemps, tu vois. Là, on a eu une période un peu heavy. Et il y a un monde où on revient sur le trash quand on aura un peu débarrassé le plancher du hardcore. Un autre truc, c'est le metal gothique. C'est vraiment de niche. Mais tu vois, tu sais, ce côté très 90, très Paradise Lost, machin. Il y a une grosse évolution du post-punk. Et pour moi, ça peut un peu déteindre sur ça. Surtout refaire un truc un peu lancinant et tout, tu vois. Surtout que la musique gothique, sous tous ses aspects, fonctionne bien. Hein. Quand elle t'oriente vers l'électro, la synthwave, ça marche ultra bien. Donc pourquoi pas, effectivement. Sur le trash, je suis un peu moins convaincu. Il y a déjà eu des périodes revival trash. Ouais, mais justement, mec, que moi j'avais bien aimé d'ailleurs. Les Havoc et tout, c'est des choses que j'avais bien aimé. Mais gros, ça fait 10 berges, tu vois. Donc moi, je me dis, ça fait 10 ans que c'est un peu mort, ça peut revenir. C'est pas impossible que ça puisse revenir. Peut-être aussi pour le black. Hein. Ouais, le black, en fait, c'est toujours dur à dire parce que. C'est toujours à part, tu vois, il y a toujours eu des fidèles, ce genre de choses, j'arrive pas à savoir s'il va y avoir vraiment s'il y a réellement eu des vagues, en fait, au-delà de la vague 90, blablabla. Bien sûr. Effectivement, c'est une question qui se pose. Moi, je trouve que ce qu'on voit de plus en plus depuis le début des années 20, c'est quand même tous ces genres qui mélangent, j'aime pas l'utiliser le terme, mais qui mélangent métal et pop, pour le dire vraiment très trivialement. Métal est ce qui marche. Exactement, genre les Falling in Reverse, les Bad Omen, les Sleep Token, etc., qui surfent un peu sur la même vague. Même les Architects d'ailleurs aussi, qui a bien changé sa musique. C'est ce qui avait fait que par exemple le metalcore avait bien fonctionné, puis s'est écrasé dans un mouvement de saturation de groupe, peut-être un peu comme le death d'ailleurs, de ce que t'évoquais juste avant. Et du coup, il y a ce genre qui vient. Je sais pas s'il va vraiment y avoir, tout est un éternel recommencement en musique, hein, c'est comme la mode, c'est comme tout. Je sais pas s'il va vraiment y avoir des genres qui vont revenir sur le devant de la scène. Ce qui est certain, c'est que je pense que cette mouvance de groupes, comme tu le dis, qui mélange métal avec un genre populaire qui fonctionne très bien, qui lorgne vers l'électro, qui lorgne vers d'autres genres, c'est certainement ce qu'on va écouter de plus en plus. De toute façon, c'est éternel, tu vois. Genre, dans les années 80, t'as le Peura qui naît. Dans les années 90, hop, t'as le Néo qui reprend des codes du rap. Exactement. 90-2000, t'as l'électro. 2010, t'as BMTH qui débarque et qui fout des synthés à balles, et Falling in Reverse, ce genre de choses. Donc, je sais pas de quoi demain sera fait dans l'industrie mainstream musicale, mais c'est clair que 10 berges après, t'auras ça plus du métal, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que ça va rendre cringe pas mal de gens, parce que clairement, ça va trigger énormément de personnes de voir toujours ce métal un peu qui fonctionne le mieux au final, et qui remplit immédiatement des Zénith ou des Bercy dès les premiers albums, être sur des groupes qui sont un peu en marge. Mais sinon, l'évolution du métal, je pense, sur les aspects plus niche, moi, les genres que je vois bien évoluer et devenir de plus en plus importants, c'est évidemment le death mellow. Ouais. Non, je déconne pas du tout. Ça marchera pas. Mélo, mec. Il y en aura pas. Mais par contre, je vois assez bien tout ce que sont les scènes prog, avant-garde,
expérimental. En fait, c'est des trucs de niche, de vraies niches. Mais en fait, on en voit quand même de plus en plus. Et qui fonctionnent bien et qui intéressent de plus en plus les gens. Donc ça restera toujours de la niche. Mais je vois bien ces genres-là, soit les genres hyper techniques, soit les genres prog, avant-garde, prendre de plus en plus d'importance précisément en mouvement, en réaction aux groupes mainstream qu'on verra de plus en plus qui, eux, prennent un peu de l'influence pop. Après, le death mellow, gros, tu vois, il y a un truc aussi, c'est que les gens baissent de moins en moins, toutes les études le disent, et donc il y a un potentiel renouveau death mellow, tu vois. Il y a potentiel. Il y a un public et des créateurs qui sont au taquet. On baisse plus sur le death mellow, c'est ça. Potentiellement. Mais ouais, c'est peut-être pour moi vraiment la grosse tendance, et encore une fois, ce mélange de pop, et un peu ce côté, j'appelle ça le toujours plus. C'est-à-dire, ce sont les groupes qui poussent dans leur genre toujours les potards plus loin pour être un peu putaclic. Je sais que j'aime bien Lorna Shore, ouais, bien sûr, mais Lorna Shore, c'est vraiment l'archétype même du groupe qui s'est dit on prend du death mellow, on augmente les beats et on met tout à fond. On met tout à fond et ça va plaire à un public qui est même pas forcément hyper métal forcément, mais qui va aimer le côté un peu outrageusement abusé. Falling in Reverse, c'est pareil, c'est une musique qui est ultra chargée aussi, quoi. Ouais, exactement. Donc potentiellement, côté tendance, on serait plutôt dans... C'est ce qu'on prédit en tout cas, peu ou prou. Voilà, mettez vos meilleures cotes et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous pensez d'être, quels sont les vagues revival ou quels sont les genres qui vont continuer à avoir le vent en poupe. On est plutôt intéressé de votre avis. Le deuxième sous-thème qu'on voulait aborder est peut-être un des thèmes les plus délicats à évoquer parce qu'il y a plein de choses contradictoires, ça part un peu dans tous les sens et on n'a pas forcément un recul nécessaire pour bien appréhender tous les flux sous-jacents. Mais il y a quand même un aspect évolution du public qui me semble important à vraiment évoquer. C'est la partie Bourdieu, celle-ci. Après la partie Winamax, la partie Bourdieu. Allez, alors, vas-y mon sociologue. Bourdieu de Wish. Hein. Mais non, mais on voit quand même des choses assez évidentes. Baisse de notoriété des genres historiques, peut-être à part le death. Ouais. Mais il y a quand même malgré tout une certaine baisse d'audience. Après, en tout cas, ça c'est cyclique, tu vois. C'est cyclique, mais malgré tout, t'as quand même l'impression qu'il y a quand même une certaine baisse d'audience ou un manque de renouvellement, en tout cas, ça vieillit, en tout cas. Et une explosion des genres modernes ou des genres un peu périphériques au métal, genre métal alternatif, shoegaze, metalcore, etc., qui eux sont tout le temps en train d'exploser. Donc, on a vu aussi l'effet Gojira qui est passé donc pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Ouais, j'en ai vaguement entendu parler. On en a vaguement entendu parler, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont parlé là-dessus. Il y a eu la Philharmonie, évidemment, dont on a déjà parlé dans une vidéo, qui montre une certaine tendance à vouloir alpaguer les gens qui sont hors métal, quitte d'ailleurs à s'aseptiser, à ne pas évoquer les aspects particuliers et difficiles du métal, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même une volonté d'aller chercher au-delà de la sphère habituelle du métal, et de fait on se rend compte que ça fonctionne. Le Hellfest, on en parle tout le temps que le public change. Quand on parle des concerts, Falling in River, c'est des exemples actuels. Moi j'étais au concert d'Architects l'année dernière. Je pense que des métalleux dans le public, je vais pas dire qu'ils étaient minoritaires parce que c'est faux, mais on sent que le public est complètement différent. Et donc je me dis que on a toujours cette vision du métal qui était, ce qui était vrai, une musique de contre-culture, une musique anti-mainstream, qui au final maintenant a un peu deux mouvements qui sont un peu... Il y a un glissement certain, c'est sûr. Ouais. Après moi, il y a 2-3 limites. La première, c'est que je pense que par exemple les genres périphériques comme le metalcore ou la shoegaze, ça rentre dans des cycles, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, la shoegaze, on en parle beaucoup actuellement parce qu'il y a des trucs assez sympas qui se font. Dans 15 ans, on n'en parlera plus, et on reparlera d'autres choses. L'autre chose, c'est que le genre vieillit, donc les carrières s'allongent, et donc les mecs deviennent installés. Et en fait, les Maiden qui rentrent dans des trucs à 40 000 personnes, en fait, c'est c'est pas illogique, c'est une évolution de carrière. T'as aussi un renouvellement du public parce que les fans vieillissent, il y en a des nouveaux qui arrivent, ce genre de trucs, donc ça fait une plus grosse audience, tu vois. Après, pour moi, il y a aussi le fait que vu que le genre s'étire dans le temps, le public qui était là au début reste, les nouveaux arrivent aussi, et ce qui fait qu'en fait la communauté grandit sans aller nécessairement recruter dans via la cérémonie des JO, tu vois. Genre bien sûr, de toute façon elle sera sans impact en tant que telle, elle sera sans impact. Mais je pense que ça montre deux choses, enfin en tout cas c'est un peu mon sentiment, c'est qu'on avait à l'époque assez peu de gateway bands, qu'on va appeler des groupes qui te font entrer dans le genre. Il y avait un peu à mon époque c'était un peu les Slipknot, les Korn, les Limp Bizkit, ou les mecs qui aimaient, qui rentraient dans le métal et qui ensuite découvraient les systèmes aussi d'ailleurs, qui découvraient le métal. Je trouve qu'il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus gros très vite. Vraiment, encore une fois on va redonner, mais les Sleep Token, etc., c'est des trucs, ça amène un public immédiat. Et d'un autre côté, c'est aussi porté d'ailleurs, pour revenir sur le même truc, c'est que c'est porté non seulement parce que c'est des groupes qui amènent du monde, mais aussi parce que le genre métal devient aussi très représenté sur les réseaux sociaux via ces groupes. Vous voyez quand même, il y a des métalleux qui sont même dans des genres parfois un peu niche, qui ont des chaînes Twitch, qui sont hyper présents et qui communiquent à fond sur Instagram. Forcément, il y a ce côté de mainstreamisation, et
potentiellement aussi de gentrification qui va en découler sur le genre. Et ça, c'est le premier mouvement. Et je trouve qu'il y a un deuxième mouvement qui est en réaction au premier, où il y a des groupes de niche qui vont devenir de plus en plus niches et essayer d'avancer en réaction à ces premiers, en fait. Il y a déjà un truc, c'est que sur les gateway bands qui sont méga gros, moi je pense que c'est plus lié au streaming et au fait qu'en fait les groupes grossissent énormément, les carrières sont beaucoup plus verticales. Mais je suis pas certain que potentiellement. Ouais. C'est ça, exactement. Moi je suis pas certain que les Sleep Token, ça dure longtemps. Non. Ça fasse 50 Architects peut-être, mais les autres non. Que ça fasse 50 ans de carrière, tu vois. Ouais. Et cette espèce de tête d'affiche de ce Maiden, ce Judas Priest et tout, qui est là, qui a traversé les époques et tout, moi je pense qu'on en aura plus dans le futur. On va avoir la nouvelle tendance qui va se maintenir peut-être, je sais pas, 5-10 ans, tu vois. Ouais, genre 3 albums, 3-4 albums max. Ouais. Et après ça va redescendre et ça va être... ça va plus se renouveler, quoi. Et je pense que du coup, il y aura peut-être pas d'aussi grosses têtes d'affiche que Metallica, que des trucs comme ça, mais elles seront plus variées. Ouais, bon, c'est potentiellement l'effet effectivement carrière plus courte parce que c'est des effets de mode et des effets d'entraînement qui durent pas de manière indéterminée, mais c'est vrai que sur la partie publique c'est vraiment dur d'anticiper parce que je trouve qu'en ce moment on est en train de vivre des changements très forts dans la scène métal avec encore une fois ces tentatives de mainstreamisation entre guillemets du genre ou en tout cas de dédiabolisation du genre si on veut reprendre des termes habituellement utilisés, mais qui se marient pas forcément avec ce qui était le message du métal avec les groupes métal d'une manière générale et on a du mal à imaginer comment, ce qui va pouvoir en naître en fait. Est-ce que c'est un genre très élitiste quand même objectivement et du coup je pense que la réaction à ça c'est que les élitistes vont l'être encore plus et ça risque du coup peut-être de fracturer un peu la scène d'ailleurs plus que de l'élargir. Ouais, clairement, on n'est pas prêt pour les gardiens du temple du futur, mon vieux. Bah ouais, bah on le sera sûrement. Ça va être nous, ouais. C'est nous les boomers dans 5 ans, c'est nous, hein, c'est complètement nous. Ghost, on les a vus en SPAC, les amis. Ah ouais, non mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on a vu certaines réactions un peu épidermiques contre l'exposition à la Philharmonie sur la façon dont elle a Gojira aux Jeux Olympiques et voilà, donc, et le Hellfest et exactement tout. Quand on voit par exemple la Philharmonie ça a passé sous silence l'aspect un peu comment dire un peu contestataire ou toutes les choses dont on n'a pas envie de parler dans une exposition grand public sur le métal où on a poussé sous le tapis évidemment. Il y a plein de choses comme ça qui donnent du grain à moudre à beaucoup évidemment, mais malgré tout on peut pas le contester, que c'est quand même une évolution de ce que le métal a envie de montrer, ou en tout cas ce que les grands acteurs du métal ont envie de montrer, et donc forcément ça va impacter le public, et potentiellement encore une fois le fracturer. Moi j'en suis convaincu, je pense que la fracture qu'on voit au Hellfest entre les anciens et les nouveaux, c'est quand même une démonstration de ce que sera la scène potentiellement dans 10 ans, avec peut-être les genres qui au sein du métal seront encore plus hermétiques l'un avec l'autre en fait, potentiellement. Alors. Difficile de parler de métal sans parler de festivals qui sont quand même des événements assez ultra importants dans notre scène. Ouais. On a réfléchi un peu collectivement sur à quoi ça ressemblera un festival demain, et il y a quand même plusieurs constats qu'on peut faire. Le premier, c'est que un peu comme le prix des concerts, je pense que la plupart des festivals grossissent. Que ce soit le Hellfest, le Graspop, les machins, il y a une espèce de volonté de faire toujours plus, plus fat, 4 jours, tac. Et ça, je pense que c'est une tendance qui, à un moment, de toute façon, va trouver ses limites, mais il n'y aura pas de retour en arrière. C'est vrai, on le voit même sur des festivals auxquels je m'y attendais pas, parce que usuellement, quand vous avez une grosse locomotive dans un pays comme le Hellfest en France, le Wacken en Allemagne, vous dites que les autres festivals vont pas aller sur leur plate-bande et vont trouver un peu un équilibre un peu différent. Et je me souviens que j'avais fait le Summer Breeze, je crois que c'était 2010, 2011, 2012. Je me rappelle plus exactement, mais j'avais l'impression que c'était à peu près 25 000 personnes environ. Okay. J'ai vu la dernière fois les photos, les scènes ont doublé de volume, le public a quasiment doublé de volume, c'est ultra impressionnant. Et je me disais, en fait, même ces festivals-là, qui étaient censés être des festivals d'un peu de taille intermédiaire, mais déjà très gros, en fait, sont devenus des monstres, comme était le Hellfest il y a 7-8 ans, en fait. Et le Motok, c'est pareil, enfin, le Motok... C'est devenu très gros, ouais. C'est ça. Ils sont toujours positionnés comme le festival pour les gens qui n'ont plus les moyens d'aller au Hellfest, ce genre de choses. Ça grossit, de plus en plus prestigieux, 4 scènes actuellement, des noms toujours plus fat, et dans quelques années, il y aura un festival qui sera le festival pour ceux qui n'ont plus les moyens d'aller au Motok, ou qui n'ont pas envie de se faire confisquer leur déodorant, ce qui peut être un truc. En parallèle, je pense qu'on en a parlé, vu qu'on voit un public plus horizontal, cette espèce d'affiche assez généraliste où en mode on voit du hardcore, du black, du doom, du metalcore, ce genre de choses, je pense que ça va continuer à se généraliser. Parce que c'est un réel plaisir et c'est une des grosses forces du Hellfest de se faire des enchaînements. L'enchaînement le plus con que j'ai fait du Hellfest, j'y ai pensé pour préparer la vidéo, c'est Sun the Offspring. C'était génial. Ah oui. Mais je pense qu'on peut pas. Faut un peu se mouiller la nuque avant, quoi. Complètement. Et sauf qu'en parallèle à ça, va y avoir forcément tout le temps des effets de réaction. Et je pense que les festivals de niche ultra spécialisés
vont connaître un succès croissant. Oui, ou des festivals qui ont une vision un peu différente de l'accueil et de l'expérience festivalier. Ouais, on parle du Rockin' Bourlon qui, depuis quelques années, a le vent en poupe comme jamais. C'est précisément un peu, ou le Roadburn, c'est un peu une réaction à ces gros festivals. C'est dire, on arrête tout. On fait des plus petits groupes, on fait une ambiance plus familiale, ça va être cool. Soit niche, soit technique, soit un cadre qui est un peu différent, mais pour dire surtout, on passe à autre chose. Et surtout, c'est précis. C'est-à-dire que là où le Hellfest, t'as Deftones, Kvelertak et Sanguisugabog, là c'est du Doom, genre comme ça, genre du Black, comme ça, du Death. Et je pense que pour justement ces amateurs qui resteront un peu cloisonnés dans des trucs, la multiplication de petits événements beaucoup plus pointus et monogenres va continuer à et en fait ça suit ce qu'on disait sur l'évolution du public et de la musique, c'est-à-dire qu'encore une fois il y aura potentiellement une certaine mainstreamisation entre guillemets limitée mais quand même qui va se faire du métal et qui va se retrouver beaucoup dans ces festivals un peu avec des genres un peu transversaux, une approche un peu globale du genre et même aller un peu au-delà du genre, et des genres de niches qui vont devenir de plus en plus précis ou qui vont du coup aller dans ce sens-là en réaction et qui vont trouver avec également leurs festivals et leurs événements. Moi il y a un autre point, alors je sais pas si toi t'es d'accord avec ça, mais je trouve quand même que il y a aussi... Moi je te spoil, je m'en bats les couilles. Ok. Ce côté, je serais pas étonné qu'à l'avenir on ait de plus en plus des promoteurs qui vont créer des événements uniques avec un thème, précisément parce qu'ils se disent il y a une forte plus-value à gagner du pognon, on va pas pérenniser quelque chose comme le Hellfest sur un lieu en particulier parce que c'est trop compliqué logistiquement, etc. Mais je pense notamment au Heavy Weekend qu'il y a eu à Nancy, avec plein de vieux groupes, Judas Priest et consorts, où ils ont fait 3 jours ou 2 jours avec une affiche immense qui coûte ultra cher, etc. Puis ça se trouve ça ne reviendra plus pour 5 ans. Et je pense que des événements ponctuels comme ça, je serais pas étonné qu'il y en ait de plus en plus en fonction des rosters auxquels appartiennent les promoteurs. Des espèces de trucs de charreau où hop, tu montes une affiche vite fait, tu pérennises pas, tu fais que des CDD, les gars ils organisent le truc, ça dégage derrière. Ça coûte 300 balles le week-end parce qu'on met que des gros. Ça se fait énormément, tu sais, t'avais le truc de hardcore là avec les Misfits qui étaient les Misfits Power Trip et tout le bordel qui avaient fait un truc, ils avaient fait un truc comme ça, c'était AEG il me semble. C'est ça, et moi je serais pas étonné qu'on en voit de plus en plus précisément parce que avec l'attrait des gens pour les festivals, c'est de l'argent facile quoi, tu vois. C'est exactement ça, et donc je serais pas étonné de le voir de plus en plus, et peut-être que l'autre dimension dans laquelle je serais pas étonné qu'elle soit également de plus en plus mise en avant dans les festivals, c'est l'aspect luxe. Ça c'est certain. Et ça, sincèrement, on le voit déjà au Hellfest d'ailleurs, les logements, ils font des logements qu'on peut louer, qui s'améliorent, etc. C'est sûr. Actuellement l'expérience festival c'est ultra important, on est tous ultra sensibles sur la qualité de ce qu'on bouffe, de ce qu'on boit, des infrastructures, ce genre de choses. Le Fire Festival c'est cassé la gueule, mais pour moi en fait l'idée du Fire Festival, non pas qu'elle soit bonne, mais c'est impossible qu'elle soit pas redéveloppée derrière. Ouais, je suis sûr aussi que pour l'instant il y a certains festivals qui ne peuvent pas, mais je suis absolument certain que bientôt il y aura des infrastructures en dur pour le camping, des choses qui vont s'améliorer comme ça, des choses où... des camps de vacances musicales, tu vois, des clubs med musicales. Exactement, où il y a par exemple le pass VIP qui est aujourd'hui globalement réservé à la presse, aux groupes, et des choses comme ça qui vont maintenant tu vas pouvoir l'acquérir si tu mets un billet en plus. Je serais pas étonné qu'il y ait des orientations comme ça qui soient juste améliorer le confort, aussi gratter un petit billet au passage, mais je serais pas étonné qu'il y ait des festivals à la carte encore plus que ce qu'il y avait avant. Et d'ailleurs quand on allait au Brutal Assaut l'an dernier ensemble, c'était déjà plus ou moins le cas, c'est-à-dire que tu payes le minimum quand t'as ton billet, puis en fait si tu veux être dans la colline derrière et de ceci et de cela, en fait faut raquer à chaque fois. Les festivals DLC quoi. Ouais, exactement, et ça je pense aussi que c'est à mon avis quelque chose qu'on va devoir de plus en plus. Comme ça justifiera le fait de dire ah non mais regardez on n'a pas trop augmenté nos tarifs sur le ticket de base, mais la réalité c'est que pour avoir accès aux éléments de confort qui avant étaient plus ou moins dans le prix, il faudra en raquer en plus. Clairement. Et ça pour moi c'est clairement une évolution qu'on verra beaucoup. Ce qui est certain, c'est que je vois mal l'avenir des festivals être un peu celui qu'on avait initialement, c'est-à-dire assez peu de festivals et chacun qui a une catégorie propre en taille, en public, en programmation. Je serais pas étonné qu'il y ait une multiplication des festivals parce que tout le monde va vouloir y aller de son petit truc, avec potentiellement un manque de lisibilité, des trucs qui vont grimper, qui vont se casser la gueule aussi rapidement, mais avec les locomotives qui resteront. Je vois pas le Hellfest s'écrouler, je vois pas le Motocultor s'écrouler. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils peuvent plus s'écrouler le Motocultor, c'est fini. C'est ça. Non, et ce qui est aussi intéressant de se demander, c'est sur le long terme. L'avenir des festivals sur le long terme. On en parle beaucoup, mais il y a un moment où le réchauffement climatique va encore plus rentrer dans les politiques publiques, où je pense que tout ce qui est émissions va être full taxé, parce que juste en fait on n'aura plus le choix. Et est-ce que dans ces cas-là, des événements ponctuels qui sont genre écologiquement ultra désastreux, quoi, même tous les gens font des efforts ou quoi, mais c'est... Ah bah de toute façon, oui, non, tu peux pas être ultra vertueux sur un festival, c'est exactement. Pas possible. Et donc je me demande comment ça va être, parce que est-ce que ça va pas devenir un luxe, parce qu'en fait pour y aller, si les organisateurs doivent payer des taxes de ouf sur les trucs carbone, machin, tac,
ça va se ressentir sur les prix et les mecs vont. Il est possible aussi qu'il y ait des communes qui disent désolé, je veux plus sur le territoire de ma commune tel festival parce que c'est un problème environnemental, donc je ne vous donne plus d'occupation temporaire du domaine pendant les 4 jours comme avant pour installer votre festival. Donc il est possible qu'il y ait quand même des choses comme ça, et encore une fois, je pense même une disparition sur le très long terme, tu vois ce que je veux dire ? Potentiellement. Ça, moi je pense que ça va être débile dans 15 ans. Pendant 15 ans, ça va être trop con. Et puis après, en fonction du poids que prendra le réchauffement climatique dans les politiques publiques, il y a un monde où ça s'arrête en fait. On se rendra compte à quel point c'est une pratique cool, mais un peu débile quoi. Exactement, et encore potentiellement le régulateur, ce sera comme toujours, ça sera votre porte-monnaie, parce que potentiellement si on réduit la jauge des festivals en disant en fait on ne peut plus du tout être vertueux au-delà de 20 000, en dessous il est possible de trouver de l'énergie renouvelable, des choses qui fonctionnent, etc. Si on réduit la quantité de places disponibles par rapport au nombre de personnes intéressées, le régulateur ce sera le porte-monnaie encore une fois, parce que ça va être les prix qui vont exploser, et il n'y a que les gens qui auront les moyens qui pourront y aller. Donc c'est un peu malheureusement, on dresse un portrait assez négatif de l'évolution des festivals. Mais c'est parce que c'est l'automne et tout, on n'a pas pris trop le soleil. Ouais, c'est ça, je pense qu'on a moi j'ai la gueule de bois en plus, donc on est un peu déprimé, c'est peut-être pour ça, mais je vois un peu effectivement des festivals qui deviennent toujours plus en plus gros, et je serais pas étonné qu'un jour il y ait peut-être un effet arrière qui soit contraint, et je suis pas sûr qu'à cette période-là on regrettera pas les folles années qu'on a vécues. Ça fait environ 10 minutes qu'on n'a pas fait de partie Winamax. On va grave refaire une partie Winamax, et cette fois-ci, on va parier non pas sur les chevaux, non pas sur les tendances, on va parier sur les thèmes. Attention, c'est important. Effectivement, vous le savez, il y a des thèmes qui sont abordés dans les paroles, d'ailleurs l'imagerie aussi des groupes. Bien sûr. Et on s'est un peu demandé, est-ce que parfois des thèmes d'ailleurs un peu désuets aujourd'hui, est-ce qu'il va pas y avoir des nouveaux thèmes qui vont être abordés, ou est-ce qu'il y a des thèmes un peu qu'on entend depuis toujours c'est ça, qui vont disparaître. Moi, la question que je me pose toujours, c'est quand même sur le gore. Les zombies et le gore. En fait, ça marche plus comme ça. Mais en fait, c'est le truc, c'est que j'ai pas jamais compris, c'est faux, mais j'en ai un peu rien à foutre de cette imagerie-là, je comprends pas trop le délire. Moi, les films de série B et tout, ça m'a jamais. Mais ça par exemple, les zombies, c'est cyclique. C'est comme les genres. Par exemple, gros, il y a eu Zombieland, machin, ce genre de truc, il y a eu un petit renouveau. Tu sais, 2005-2010 du film de zombies, après les trucs de Romero et tout, tu vois. Et après tout le monde s'en bat les couilles. Et la question c'est, est-ce que dans 20 ans, on aura encore du métal qui parle zombie ? Est-ce qu'on aura encore du métal qui parle du gore en disant on va parler d'intestin grêle encore sur 3 titres ? Moi j'espère que non, j'espère qu'on sera passé à autre chose. Ah frérot, ça fait quand même plaisir. Mais on n'est pas à l'abri que tout le gore. Le sujet pour moi qui restera certainement constant, c'est la SF. Ouais, parce qu'en fait, la SF, c'est gore, film de série B, mais... La SF, en fait, c'est quand même une façon super simple de créer des univers dystopiques. D'une part, c'est un champ qui est méga libre. Tu peux inventer plein de choses et via des trucs imaginaires, dénoncer un présent, tac, tac, tac. D'autre part, forcément, ça permet de créer des mondes dystopiques, et ça, le métal en est super friand. Aussi parce que ça se marie avec plein de sous-genres différents. Exactement. Parce qu'il y a des genres qui sont plus classiques, le heavy, le trash, ça marche très bien avec, et puis vous avez tout le death technique qui utilise énormément. Tu fumes de l'herbe dans une soucoupe volante, t'es content, tu vois. Moi vraiment, ce qui va disparaître pour moi, c'est le satanisme. Et même, je mettrais quand même une pièce sur un amenuisement de l'occulte. Le satanisme en fait, parce que pour moi c'était genre ultra historique. C'est quand même lié à cette espèce d'Amérique un peu pudibonde, justement post-Vietnam. Puritaine, ouais. Puritaine et puritaine, ouais, les deux se disent, hein, c'est ça. Et voilà, les trucs genre en mode l'exorcisme, ça faisait péter des câbles à tout le monde. T'avais toute la satanique panique avec Donjons et Dragons, ce genre de choses. Et l'occulte maintenant en fait c'est devenu genre super mainstream. T'as des œuvres qui sont méga connues, genre familiales limite, qui s'en saisissent. Genre le succès de Stranger Things, pour moi, ça va enterrer la volonté du métal de parler de Satan et tout. Genre, putain, est-ce qu'il y a vraiment un groupe qui est moins on point actuellement que Dark Funeral ? Est-ce que t'as vraiment envie de voir des espèces de Suédois en armure en plastique qui font des trucs en latin, frérot ? C'est infect, tu vois, genre vraiment. Donc il est certain qu'à mon avis, toute la vague sataniste, il y a aussi un côté, c'était le côté contre-culture, etc. Je pense qu'aujourd'hui, Enfin, moi, ça me fait presque sourire maintenant quand je vois des groupes qui arrivent en mode full vénère, corpse paint, cran inversé et tout. Clairement. Je veux dire, ok, en fait, c'était marrant à l'époque quand vous avez créé le truc et tout. Aujourd'hui, quand je vois des nouveaux groupes ou des groupes plus modernes qui le font, ou alors tu fais un truc genre full Scooby-Doo, tu vois, oui, voilà. un peu désuet, un peu d'apparat et tout. Mais genre, aussi, tu vois. Volontairement, du coup. Ouais, c'est ça. Et quand les mecs sont premier degré sur un truc comme ça, en fait, c'est vraiment. C'est dur, hein. C'est l'évolution, c'est que ça me paraît presque ridicule en fait. Genre en disant, les mecs, c'est bon quoi. Putain, gros, j'adore Watain, hein, mais des fois, c'est un peu compliqué. Ça pique un peu par moment, ouais. Ça pique un peu malgré la prestation scénique. Voilà. Et dernier thème, le wokisme. On pourrait parler du Moyen-Orient aussi, mais on va pas se risquer. Mais tu vois, c'est un sujet dangereux. Les Orphanland, les gars qui commencent à essayer de refaire la paix derrière et tout, genre là, il y a quand même un truc à faire. J'ai pas de beeper, mais si mon téléphone pouvait éviter d'exploser, ce serait cool.
C'est clair. On va éviter ça. Non, mais par contre, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je trouve que le wokisme, c'est comme beaucoup de choses, enfin, de toute façon, la société, c'est immensément polarisé. Et putain, mec, j'aime pas ce terme-là, mais le wokisme dans le métal, c'est au cœur de débat. Et c'est super drôle. Parce que en fait, il y a plein de gens pour qui c'est un truc qui est devenu une espèce d'immense tarte à la crème, de quoi s'est saisi Netflix, Disney, ce genre de choses. Et il y en a d'autres qui disent qu'en fait, le métal, ça a toujours été un combat pour les outsiders. Ça a toujours été un truc de mecs qui galèrent, exactement, ce genre de choses. Et tous ces espèces de combats sociaux qui sont mis en avant actuellement, ça vise justement à réparer ça, à redonner aux gens la place qu'ils devraient avoir alors qu'ils ils se sont fait rouler dessus par la société. Et il y a une interview de Zao qui est ultra intéressante là-dessus, parce que Zao, du coup, espèce d'immense groupe de sludge de la Nouvelle-Orléans, en fait, tous leurs potes, ils votent Trump. Et là, ils sont en mode, ouais, mais en fait, ils racontent qu'ils ont été un peu accusés par certains de défendre le droit des trans, et le métal, c'est pas à ce propos, tac, tac, tac. Et les gars arrivent, se posent et disent, en fait, je crois que il y a 50% des trans américains de moins de 35 ans qui ont fait une TS au cours de leur vie. Et les gars sont en mode, il y a quoi de plus métal qu'une population qui est tellement malheureuse que la moitié a essayé de se buter pour tellement que c'est la merde pour eux, quoi. Et alors que pour d'autres, les personnes trans, voilà, c'est le pinkwashing de Disney, c'est les nouveaux favoris de Netflix, c'est la population à laquelle il faut absolument plaire pour sortir un film, nanana. C'est ça, pour moi, je sais pas du tout ce qui va se non, passer. Ça va être un sujet hyper polarisant, parce que ça va être parce qu'il y a une grosse partie de la scène métal qui aujourd'hui, dès qu'on parle de wokisme d'une manière ou d'une autre, se hérisse ouais, c'est ça. Et ne supporte pas ça. de réaction et tout, exactement. Ouais, parce qu'ils ont ce sentiment que c'est imposé, alors que... Et du coup, c'est effectivement, comme tu le dis, moi j'avais jamais réfléchi sous cet angle, mais maintenant que tu le dis, effectivement, ce côté, en fait, la musique, le métal, initialement, ce vers quoi et ce vers qui, surtout, c'est destiné et qui l'écoute, en fait, ce sont pour des mots, pour des peurs, pour des choses comme ça, qui peuvent tout à fait se retrouver dans ces minorités-là, et précisément, la musique, en fait, est presque pas faite pour eux, mais elle est tout autant faite que pour d'autres qui l'écoutaient à l'époque pour d'autres raisons, ouais. Sous vos yeux, Zébaï, je viens de changer un homme de droite en mec de gauche. Incroyable. Je fais des thérapies de conversion si vous voulez. Appelez-moi. Je facture pas cher. Alors j'irai pas jusque là. Mais effectivement, sur les thèmes abordés, c'est certainement un des thèmes qui va occuper. Alors jusqu'à quand? Est-ce que c'est pas aussi un effet de mode, entre guillemets? Bien sûr. C'est pas ça, mais... C'est clair que le côté genre surpolitiser l'art, il y a eu des moments où on s'en est totalement dessaisi, là on est à fond là-dedans. Il y a un monde où c'est cyclique et on repart sur un truc très abstrait, très on sépare l'homme de l'artiste, tac tac tac, dans 15 ans, c'est très possible aussi. C'est possible, mais malgré tout, c'est quand même un genre qui a toujours été quand même très politisé, de manière évidente. Donc je serais pas étonné que ça soit un genre qui de plus en plus soit imprégné des sujets de société autres que le pur rejet de la politique qu'il y avait à l'époque, la politique Thatcher, Reagan, etc., où il y avait des choses comme ça, mais peut-être aussi pour des faits de société ou des questions de société qui n'étaient pas les mêmes qu'à l'époque. Je pense que c'est aussi pour ça que le wokisme a une relation un peu différente avec le métal et la façon dont certains réagissent, c'est qu'à l'époque c'était des réactions par rapport à des faits politiques, vraiment purement politiques, la politique d'un tel, la guerre, etc. Et maintenant on parle de droits individuels. Ouais. Ce qui est plus la même chose quand on réagit, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens vont dire non, c'est pas la même chose d'avoir un courant musical à l'époque du thrash qui va être violemment anti-politique, anti-guerre, qu'un courant métal qui va supporter les droits des minorités, de minorités sexuelles ou autres. Je pense que c'est pas la même remarque et du coup ils l'appréhendent différemment, mais au fond du fond c'est peu ou prou le même combat. C'est une musique qui est avant tout dédiée à des gens qui se sentent exclus de la société et qui ont créé un mouvement de contre-culture grâce à ça. Clairement. En partie, en tout cas, en partie. Plus intéressant de défendre les droits de ces personnes que de parler des zombies. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout, les zombies, j'en ai vraiment rien à foutre. Ouais, moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est comme ça. Mais mec, les zombies qui boivent de la bière comme dans Municipal Waste, ça c'est cool. Non, mais Municipal Waste, ils ont un joker. Ouais. Ils ont un peu, tu sais, comme la carte. C'est passe droit. On a tous des passe droits et eux, c'est mon numéro 1. C'est compliqué de voir que c'est de la merde. C'est ça. Mais d'être passionné, de trouver ça génial. Tu sais, c'est le totem, c'est-à-dire genre, je suis pas anti-zombie, j'écoute Municipal Waste. Parce que les zombies, ils boivent de la bière. Exactement. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein d'autres thèmes, mais encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire tous les thèmes que vous pensez qui seront potentiellement abordés dans le métal du futur. Mais... Et c'est quoi votre métal à vous? Vous l'imaginez comment? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous avez pas envie de voir? À part Falling in Reverse. J'ai vraiment pas envie de voir Falling in Reverse. Ouais, malheureusement, je pense que tu vas encore en bouffer au moins quelques années. Ah, il y a un monde au week-end, frère. Il y a un monde au week-end. Si seulement.
Bah écoutez, voilà, c'est tout pour notre première vidéo de cette saison 3. Encore une fois, on n'avait pas vocation à être exhaustif, etc. On a surtout voulu lancer un peu des débats, des pistes sur qu'est-ce que pourrait être le métal de demain dans tous ses aspects, côté industrie musicale, festival, etc. Tout à fait, ça faisait surtout longtemps qu'on s'était pas vu, ça nous fait plaisir de tourner cette vidéo. On l'a pas masse préparé, mais voilà, on a essayé de se demander c'était quoi notre métal de demain. J'aimerais bien savoir c'est quoi le vôtre. Vraiment, qu'est-ce que vous voyez, comment vous sentez le truc? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le métal va mourir? Ouais. Est-ce qu'on est déjà des dinosaures et que c'est un genre qui va complètement disparaître? Non, je pense que ça c'est ça, on est plutôt serein là-dessus. Mais en revanche, dites-nous ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de pas voir. Outre le mec de Falling Rivers, j'ai vraiment pas envie de le voir. Genre. Je comprends. En attendant, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner à la chaîne Hands Up et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est hyper important pour nous. Ouais. Même si on gagne pas de moula, non, on veut des followers. On veut des followers parce qu'on se caresse en regardant évidemment les statistiques, comme vous pouvez l'imaginer. Comme tout statisticien qui se respecte. Exactement. Et en attendant, on vous souhaite à tous un bon dimanche et à très vite sur la chaîne Hands Up. Ciao.